Donc, le webinaire est enregistré. Il y a déjà un premier participant. Bonjour tout le monde. C'est en train de se connecter progressivement. Bonjour à tous. On va attendre 2 minutes avant de commencer, le temps que les connexions se fassent. N'hésitez pas à partager dans le chat vos comptes Pinterest, ce que vous faites aussi en tant que créateur. Ça peut toujours être intéressant entre vous d'aller regarder ce que font les uns les autres. N'hésitez pas à dire aussi où vous êtes, vu qu'on est tous en télétravail. C'est toujours aussi sympa de voir qui se connecte d'où. Cécile qui est dans l'héros. Bienvenue Cécile. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bon, on va commencer, je propose. Oui, de toute façon, les personnes continuent d'arriver au fur et à mesure. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, je suis le fondateur d'Influence for You. A priori, vous êtes des gens qui sont sur la plateforme, des créateurs de contenu, déjà sur Pinterest ou pas d'ailleurs, puisque je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont posé des questions en amont pour savoir, enfin, en étant intéressés pour créer leur compte ou développer leur réseau sur Pinterest. Avec Maxime, on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse ce petit webinaire ensemble pour présenter l'ensemble des fonctionnalités de Pinterest. Et donc, je leur remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec Influence for You. Et c'est surtout lui qui va parler parce que c'est surtout lui qui sera intéressant. Et puis moi, je rebondirai sur les quelques questions que vous pourrez avoir ou j'interviendrai sur certaines parties. Voilà. Maxime, je te laisse te présenter si tu veux. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Je suis aussi ravi d'être invité par Stéphane pour ce webinaire pour parler de Pinterest et puis de voir comment on peut générer des revenus sur la plateforme. Et donc, pour me présenter, moi, je suis responsable des partenariats contenu et créateurs pour Pinterest France. Super, vas-y Maxime, je te laisse commencer la présentation, je te laisse défiler. Super. Du Commencer coup, par une introduction d'Influence for You. Juste pour raconter l'histoire quand même, parce que c'était amusant. Comment est-ce qu'on a créé Influence for You? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fêté nos 10 ans cette année. Vous allez voir quelques communications sur les réseaux sociaux à ce sujet d'ailleurs. Et j'ai monté moi Influence for You un peu par hasard avec mon frère Sébastien, puisqu'on avait lancé en 2010 un site internet d'échange de jeux vidéo. Et un jour, il y a un YouTuber qui a fait un tweet et il a fait sauter notre serveur. Et on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Les influenceurs ont vraiment une puissance de dingue. Et c'est comme ça qu'on a découvert le pouvoir de l'influence marketing et votre rôle à vous tous et toutes, de pouvoir parler à des communautés en masse ou alors plus réduites, mais qui vous aiment. Et on a décidé donc de lancer Influence for You en 2010. Aujourd'hui, on est 40 experts. On a la particularité de travailler sur tous les réseaux sociaux, sur tous les pays, en France à l'international, et de le faire soit avec des top influenceurs sur des relations qu'on peut avoir en direct, à la main, soit via notre plateforme que vous connaissez, qui propose des campagnes rémunérées ou pas, de partenariat avec des marques, notamment des grandes marques, dans tous les secteurs. On est situé à Levallois et donc on fête nos 10 ans et on en est très fiers. Et pour me finir la présentation, moi, l'influence marketing est un domaine qui me passionne complètement. J'ai écrit avec les équipes Influence for You 3 bouquins qui sont en vente sur Amazon et qu'on vous offre. Si vous tapez télécharger livre Influence for You, vous allez tomber normalement sur une page qui va vous permettre de télécharger nos 3 bouquins. Il y en a un sur TikTok, il y en a un, c'est 87 idées de campagne d'influence, dont pas mal d'idées qui peuvent s'appliquer à Pinterest. Et un autre qui est l'influence marketing pour les CEO. Là, c'est vraiment intéressant pour vous en tant que créateur parce que vous allez voir quel est l'impact que vous avez pour les marques et comment les marques vont mesurer la performance de leur campagne d'influence marketing. Donc voilà, c'est offert, c'est pour vous. N'hésitez pas à les télécharger.
ça vous donnera des idées sans doute pour aller plus loin. Voilà la présentation d'Influence for You. Maintenant, ça va être la parole à Maxime. Je te laisse la main. Super, merci Stéphane. Vous verrez à la fin, on proposera un petit challenge de création de contenu qui sera relativement simple pour y participer. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour qu'on puisse vous présenter ces récompenses. Alors d'abord, on va peut-être passer sur quelques chiffres sur Pinterest pour que vous ayez un peu une idée de la taille de l'audience, des grandes thématiques qui sont sur la plateforme. Donc, il faut savoir qu'on est aujourd'hui 478 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, c'est une très grosse croissance de l'audience sur ces 2 dernières années. Et si on regarde spécifiquement sur la France, on est près de 20 millions d'utilisateurs uniques mensuels. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà créateurs Pinterest, peut-être que d'autres ne le sont pas. C'est pour ça qu'on va repasser sur l'évolution qu'a fait la plateforme pour bien comprendre son positionnement aujourd'hui, qui est très différent de ce que la plateforme était il y a encore quelques années. C'est ce changement de direction sur le contenu qui a amené aussi une très grosse croissance du nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Historiquement, on était une plateforme qui proposait que des contenus statiques avec des liens de redirection. Et on a effectué un vrai virage sur le contenu avec le lancement de la vidéo il y a à peu près 4 ans et un très gros focus sur les créateurs et les influenceurs depuis maintenant 1 an et demi avec un nouveau format qu'on abordera tout à l'heure. Et c'est vraiment depuis qu'on a fait ce virage vers les créateurs de contenu qu'on a vu l'audience Pinterest grossir aussi fortement. Donc finalement, c'est aussi grâce à vous que l'audience Pinterest a pu connaître une tendance aussi forte sur les 2 dernières années. Donc si on regarde un petit peu les chiffres sur l'audience, aujourd'hui, on a près 67% de femmes sur la plateforme, donc on reste une audience très féminine. On a 33% d'hommes, du coup, si on ne se trompe pas en mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait partie des rares plateformes qui sont assez, on va dire, les tranches d'âge sont toutes représentées. On ne va pas avoir un pic spécifiquement sur une tranche d'âge. On a 31% de l'audience entre 15 et 34 ans, 27% de l'audience entre 35 et 49. Donc, on a vraiment toutes les générations qui se croisent sur Pinterest. Donc, ça laisse aussi une liberté d'expression et de sujets abordés en tant que créateur qui va être très large. Si on regarde un petit peu les thématiques principales, alors mon Internet peut avancer de temps en temps doucement. On est très connu pour la déco. C'est vrai que c'est notre verticale endémique et ça reste aujourd'hui la verticale numéro 1 de Pinterest. Mais c'est suivi de très près, et notamment c'est la vidéo qui a pu amener ça. On est suivi de très près sur la mode, la beauté, la cuisine. Donc ces 4 audiences-là, ces 4 thématiques-là, c'est vraiment les gros sujets de Pinterest. Et donc finalement, c'est vraiment tout ce qui va être audience lifestyle. On a le do-it-yourself, qui n'est pas véritablement une thématique en soi, parce qu'elle va être un peu en transverse sur la mode, un peu en transverse sur la beauté, sur la déco aussi. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui est très forte sur Pinterest. On a beaucoup de personnes qui sont sur la plateforme pour s'inspirer, pour apprendre à faire des choses. Donc le DIY, ça reste un sujet très important chez nous. Les audiences suivent après de très près par l'éducation et le parenting, donc activité avec les enfants, bien éduquer ses enfants. C'est un moment, je pense, où les utilisateurs ont besoin de s'inspirer pour trouver plein d'idées parce que c'est un changement de vie majeur. En fait, Pinterest est quand même souvent là dans les grands changements de vie des personnes. Et puis, on va avoir le divertissement, le bien-être, qui est une audience qui a énormément grossi depuis les confinements. Tout ce qui va regrouper sport, yoga, même bien-être psychologique aussi, c'est un sujet assez important sur la plateforme. Et puis les voyages, évidemment, pour bien organiser son tour de main. Donc c'est vraiment nos thématiques principales. Après, il y a plein de sujets de niche aussi, donc on peut aborder n'importe quel sujet sur Pinterest, mais ça regroupe vraiment les plus regroupements de recherche de nos utilisateurs. Donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, Pinterest, il faut avoir en tête qu'on a un moteur le slide ne passe pas, mais qu'on a un moteur d'inspiration. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, contrairement à beaucoup de réseaux sociaux, on n'y va pas pour suivre ses amis ou pour suivre sa famille. On y va pour trouver des idées, trouver l'inspiration sur des projets qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours.
Et donc, on a d'un côté les créateurs de contenu qui vont publier du contenu, et d'un autre côté les utilisateurs qui, la plupart du temps, sont d'ailleurs pas créateurs de contenu et qui vont venir s'inspirer pour leur projet en allant chercher justement le contenu qui est fait par ces créateurs. Ce que ça veut dire, c'est que dans la logique du fonctionnement de la plateforme, la distribution du contenu, elle va bien au-delà du nombre d'abonnés. D'ailleurs, le nombre d'abonnés, c'était un KPI qu'on suivait très peu en fait, avant sur la plateforme. C'est quelque chose évidemment qui prend de plus en plus d'importance parce qu'on sait que tout créateur est attaché à sa communauté et que c'est important d'avoir aussi une communauté native sur la plateforme, mais c'est aussi une opportunité parce que ça permet à des créateurs aujourd'hui qui se lancent sur Pinterest d'avoir une très bonne distribution parce que la distribution est basée sur la pertinence et non sur la taille de la communauté. On le verra après dans la manière dont le contenu est diffusé. Si vous avez des abonnés, évidemment, la distribution va augmenter parce que vous allez avoir un canal de diffusion spécifique avec vos abonnés. Mais au global, on a des utilisateurs qui viennent chercher l'inspiration sur des sujets. Et si vous traitez de ces sujets-là, vous avez des chances d'apparaître dans leur téléphone. Donc ensuite, où est affiché le contenu sur Pinterest? En fait, on a deux emplacements principaux. Le premier, c'est la page d'accueil, et le deuxième, c'est le moteur de recherche. Donc, cette page d'accueil, d'abord, c'est un flux d'inspiration, ce n'est pas un flux d'actualité. Ce que ça veut dire, c'est que tous les contenus que vous allez voir sur cette page d'accueil, ce n'est pas les derniers contenus qui ont été publiés, c'est les contenus qui sont le plus pertinents par rapport à ce qu'un utilisateur va rechercher. Donc là, on voit qu'il y avait deux entrées au saumon. C'était peut-être un moment où j'avais recherché à faire une entrée avec du saumon. Ça ne veut pas dire que du coup, c'est des comptes que je suis ou que c'est des publications récentes qui ont été faites. C'est vraiment que Pinterest sait que je vais avoir un dîner, que je suis en train de rechercher des idées d'entrée et du coup, il m'en propose naturellement. Ensuite, on voit... Maxime, Ouais. quels sont les conseils que tu donnerais à un créateur pour essayer de ressortir au maximum sur les pages d'accueil des utilisateurs de Pinterest? Est-ce qu'il y en a? En gros, comment on peut craquer l'algorithme de Pinterest? Est-ce que tu peux nous dire ça? Alors, c'est un sujet qu'on va aborder juste après sur les formats, mais globalement, ça va être assez lié à la logique justement du contenu, à savoir que l'utilisateur donne des intentions assez fortes. Quand on arrive sur Pinterest la première fois, on nous dit quels sont les sujets qui vous intéressent, et puis dès qu'on va commencer le moteur de recherche, on va taper des mots-clés. Donc globalement, ça va être vraiment de travailler son référencement comme on travaillerait sur un site web, comme on travaillerait sur une page YouTube. On met des mots-clés qui sont pertinents par rapport au sujet qu'on aborde, pour que le système puisse facilement matcher ça avec ce que recherchent les utilisateurs. Puis après, il y a toute une notion au niveau de l'engagement qui va être importante. Plus on fait d'engagement, plus le contenu est distribué. Donc, on verra dans les bonnes pratiques la manière dont on va introduire notre vidéo, la manière dont on va la séquencer. C'est toutes ces choses-là qui vont faire que le contenu va être engageant pour les utilisateurs et du coup va augmenter cette distribution. Donc, on va revenir dessus plus en détail juste après. Donc, ce que vous voyez en haut de la page d'accueil, les petites bulles comme sur Instagram, c'est pas des stories, c'est le canal abonné qui permet à tout utilisateur de voir les publications qui ont été faites dans les 7 derniers jours des comptes qui suivent. Donc, ce qu'on voit là, le petit 5 par exemple sur Chef Club, c'est les 5 dernières publications. Donc, ce n'est pas des posts temporaires, c'est les 5 derniers posts qu'on va trouver sur leur compte si on y va. Et on peut les consulter du coup directement d'ici. On voit aussi qu'il y a une J'ai une partie... petite question, Maxime, je t'interromps, comme ça sera Ouais, interactif et tout le monde posera des pas questions de au fur et à problème. mesure. Il y a Marc qui a posé la question. J'ai plus de 50 000 vues mensuelles sur Pinterest, mais je n'y poste que rarement car le CTR vers mon site est très bas comparé aux autres plateformes. Y a-t-il un moyen pour optimiser mon CTR? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que Pinterest, avec les changements qui ont été faits sur les 2 dernières années, c'est de plus en plus concentré sur le fait d'être une plateforme native, de ce qui veut dire plutôt permettre aux créateurs de développer leur audience sur Pinterest, donc avoir un bon nombre de vues, faire grossir son nombre d'abonnés, un petit peu moins pour générer du trafic vers un site web. Cela dit, après avoir fait 1 an et demi justement un peu d'A/B testing sur ce lancement, à partir du prochain semestre, la redirection de contenu va redevenir un peu dans les points stratégiques de contenu. Donc on verra d'abord que le format statique, ce n'est pas le format le plus idéal pour gagner en diffusion sur la plateforme, parce que ça va être généralement moins engageant que le dernier format qu'on a sorti, qui est le format épingle idée, sur lequel on reviendra.
Le format épingle idée aujourd'hui n'a pas de lien de redirection, donc permet surtout d'augmenter sa distribution en tant que compte, en tant que créateur, mais aura un lien de redirection à partir du deuxième semestre. Et donc, on aura des bonnes synergies entre l'audience native et éventuellement le trafic qu'on va amener vers un blog. Je vois que C'est parfois un ma vrai caméra... scoop, ça c'est bien ça. Ouais, alors c'est Et, pas encore, il n'y a pas encore une communication officielle, donc ça reste un aveu de ma part. Mais n'allons pas en parler aux journaux tout de suite. et quand même, enfin, ce qu'il faut souligner, c'est que mine de rien, Pinterest est un réseau social qui a cette particularité de proposer des liens externes vers d'autres contenus. Et c'est l'un des seuls à faire ça. Donc, par rapport à TikTok et Instagram, vous savez, c'est une vraie valeur ajoutée de Pinterest. Et ça plaît beaucoup à la fois aux créateurs et aux marques. Voilà. Et si les CTR sont encore plus importants demain, c'est très bien, même si on comprend aussi que c'est intéressant de garder une audience native sur Pinterest pour naviguer d'un contenu à l'autre. Et on est très content de ces annonces qui ont été faites sur la redirection de trafic parce que moi, je travaille beaucoup avec des médias. Donc, on voit Chef Club, Au Féminin, 750 grammes. Donc, il y a beaucoup de médias avec lesquels je travaille. Les médias sont très attachés au trafic qu'on va avoir à leur site web. Et c'est vrai que la dernière année et demie où on a eu cette priorisation vers le contenu natif, qui se comprend parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui n'ont pas de blog et qui, du coup, ont plus un intérêt à se dire je veux une communauté pour que je puisse après la monétiser avec des marques. Donc c'était vraiment un angle très fort qu'on a pris, qui était difficile parfois pour certains créateurs qui étaient sur la plateforme depuis 5, 6, 7 ans. Et aujourd'hui, on a vraiment cette nouvelle stratégie qui est hybride entre les créateurs qui vont être vraiment intéressés par l'audience native et ceux qui ont un blog, ceux qui ont un site web et qui continuent de vouloir avoir du trafic. Ça redeviendra une stratégie gagnante à partir du moment où on fait de l'engagement avec les utilisateurs sur la plateforme. Autre nouveauté justement aussi pour développer justement ces nouveaux formats qu'on a lancés, on voit sur la page d'accueil qu'il y a un petit onglet parcourir. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a parcourir et regarder. C'est quelque chose de nouveau. Avant, sur le flux d'inspiration, on n'avait que ce flux avec ce mélange d'épingles. Aujourd'hui, quand on consulte une épingle idée, donc on reviendra sur ce format-là, qui est le format pour les créateurs, on passe dans la partie regarder. Et quand on passe sur la partie regarder si la présentation veut bien passer au slide d'après, il faut toujours que je fasse 2 slides et que je revienne en arrière, on arrive du coup sur un contenu en plein écran. À partir du moment où on est sur ce contenu en plein écran, on peut, si on préfère cette expérience-là, rester en plein écran et regarder les recommandations de Pinterest en slidant et en restant en plein écran, un peu à la manière d'un TikTok, on va pas se mentir. Donc, on peut consulter les derniers contenus les plus engageants de cette manière-là. Et si on fait retour, on revient automatiquement sur le flux d'inspiration. Donc, il y a cette double expérience qui a été faite et qui permet je dirais, aux plus jeunes générations qui ont plutôt l'habitude aussi de regarder en plein écran que les plus âgés, d'avoir leur propre expérience et d'engager différemment avec leurs créateurs. Je vous parlais du coup de deux espaces où le contenu est distribué. Le premier, c'est la page d'accueil. Le deuxième, c'est le moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche, il faut savoir qu'on a à peu près 50% du temps des utilisateurs qui sont répartis entre le flux d'inspiration et le moteur de recherche. Donc, c'est vraiment deux espaces qui sont super importants. Le moteur de recherche, là où l'utilisateur va pouvoir spécifier ses idées. Ce qui va être intéressant, parce qu'en autre moteur de recherche, on peut avoir YouTube comme exemple. Si on regarde sur Pinterest, en fait, les requêtes faites par les utilisateurs sont très, très larges. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, ils sont vraiment en recherche d'idées pures. Donc, ils ont un dîner ce soir, ils vont vouloir cuisiner, mais ils ne savent pas du tout quoi. Donc, ils ne vont pas taper je veux faire, je ne sais pas, une recette de pâte carbonara à l'ITN. Alors, certains vont en taper, mais les plus gros volumes de recherche, ça va être tout simplement idées de recettes. Donc, ils partent en fait de se dire, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, et j'attends Pinterest de m'apporter des idées. Donc, c'est assez intéressant d'avoir tous ces mots-clés assez génériques parce qu'on a vraiment l'utilisation de la plateforme comme un moteur d'inspiration, à savoir on part d'une requête qui est super générique, qui est super large, et puis petit à petit, je trouve une idée de recette qui me plaît, j'ai d'autres recommandations qui me viennent, j'affine mon inspiration, et puis j'enregistre les meilleures idées que j'ai trouvées. On voit aussi sur cet onglet qu'il y a des choses qui sont poussées, il y a idées des créateurs, il y a des thématiques DIY qui sont poussées, il y a des lives. Alors, les lives, pour l'instant, c'est essentiellement des shows américains qui sont poussés, mais ça arrivera bientôt en France. Tout ça, c'est des sélections qui sont faites par nos équipes éditoriales et on le verra justement à la fin du webinaire. Ça fait partie des choses, des outils qu'on peut utiliser pour nous mettre en avant des jeunes créateurs qui se lancent sur la plateforme pour pousser leur contenu parce que c'est une page qui est très visible au sein de Pinterest.
Pour parler des formats maintenant, donc on a, je vous l'avais dit, le format statique qui est vraiment notre format historique sur Pinterest, qui aujourd'hui, pour un créateur de contenu, si on veut émerger sur la plateforme, n'est pas celui que je recommanderais. Un format statique, c'est une image, un lien de redirection. C'est un format qui a été un peu mis de côté sur les 2 dernières années et qui va en fait qui va être fusionné avec le prochain format que je vais vous présenter, qui sont les épingles idées. Ça reste quelque chose d'intéressant à utiliser, soit justement dans le cadre d'affiliation, parce que vous avez une OP avec une marque et du coup, vous allez rajouter sur votre compte des liens vers un site web tierce ou vers votre propre site web, soit pour compléter un tableau où vous auriez par exemple posté une vidéo pour parler d'un sujet et vous allez rajouter des images pour compléter votre thématique, continuer d'apporter des idées aux utilisateurs. Donc c'est plus quelque chose qui va venir en complément plus qu'une véritable stratégie en tant que créateur de contenu. Le format qu'on va utiliser si on veut émerger sur la plateforme, et sur celui aussi qui va être le plus facile à monétiser dans un deuxième temps sur Pinterest, c'est le format épingle idée. Donc le format épingle idée, en fait, c'est un format hybride qu'on va pouvoir concevoir étape par étape. Donc ici, on a un exemple de Major Mouvement qui donne 3 astuces simples, je crois, pour faire du sport à la maison. On voit qu'on a plusieurs étapes en dessous, donc il y en a 5 exactement. Donc, comment il a structuré son contenu? Il a fait en fait une page de couverture où il va introduire le sujet qu'il veut aborder. Ensuite, on a l'astuce 1, l'astuce 2, l'astuce 3, et puis une page de conclusion où il invite les utilisateurs à s'abonner à son compte. Donc, les épingles d'idées, c'est cette idée de pouvoir structurer son contenu un petit peu comme on le veut. On peut, si on veut, pas faire de structure du tout et juste poster une vidéo ou même juste une photo à partir du moment où la vidéo fait moins d'1 minute. Ou au contraire, on peut décider de la structurer avec une petite intro de 10 secondes, une étape ensuite de 20 secondes, pour que ce soit interactif, parce qu'on voit qu'au final, ça augmente l'engagement des utilisateurs avec votre contenu quand on a cette structure-là. Stéphane, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a des questions, parce que je ne vois pas le chat. Ouais, pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser. La question sur les épingles idées, on peut alterner des images statiques et des vidéos, tu disais? Exactement, tu anticipes parfaitement ma prochaine slide. Donc, une épingle idée, elle peut être constituée de 20 étapes, donc de 1 à 20 étapes. Donc, c'est vous qui décidez combien d'étapes vous voulez mettre. C'est pas parce que vous postez une vidéo de 2 minutes que ça va être forcément 2 étapes. C'est vous qui choisissez à quel moment vous passez à l'étape d'après ou à quel moment vous laissez une seule étape si vous êtes à moins d'1 minute, parce que chaque étape peut durer 1 minute maximum. Et on va pouvoir alterner à chaque fois entre des vidéos, des photos. Vous pouvez faire un tuto DIY 100% photo si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la vidéo. On va recommander la vidéo, pourquoi? Parce qu'on voit que les utilisateurs plébiscitent plutôt la vidéo, que l'engagement est meilleur, et si l'engagement est meilleur, la distribution est meilleure. Donc on a des comptes qui font que du statique, notamment sur la déco, parce que c'est difficile à faire en vidéo, et qui s'en sortent très bien. Et on va recommander la vidéo parce qu'en effet, la distribution est généralement meilleure. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, généralement en structure, ce qui est pas mal, c'est de faire une page de couverture qui va être vraiment optimisée pour attirer l'œil de l'utilisateur et lui donner envie de regarder la vidéo. On va ensuite alterner, si on fait une recette, par exemple, on peut commencer avec l'étape 2, que ce soit juste une photo des ingrédients, et puis l'étape 3, on voit la personne, le créateur faire la recette. Donc vraiment, c'est vous qui construisez votre épingle idée comme vous en avez envie. Et à la fin de cette épingle, on a automatiquement la page d'abonnement créateur qui est pré-remplie avec un bouton abonnement pour faciliter l'engagement avec le créateur. Plus on crée d'épingles idées, plus on a d'abonnés. Exactement. Il y a Exactement. une... Et après, Pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. Il y a une question après. j'allais Vas-y. j'allais dire, il n'y a pas aujourd'hui d'enjeu de très grosse régularité dans la publication de contenu. Aujourd'hui, un compte qui publie régulièrement, ça va être par exemple un compte qui publie une épingle idée toutes les semaines, ça va être considéré comme un créateur régulier. Donc on ne va pas avoir autant d'enjeux que sur d'autres plateformes aussi parce que c'est moins compétitif, il faut se le dire, il y a quand même moins de créateurs, donc c'est aussi c'est plus facile d'émerger sur Pinterest. Et donc on voit des créateurs qui arrivent à construire des communautés en faisant 1, 2 publications par semaine. Et aussi parce qu'on est dans des contenus qui vont demander un peu plus de travail, parce qu'on ne va pas partager ce qu'on est en train de faire à un instant T, c'est plutôt du contenu froid qui a habilité à rester sur la plateforme. Et donc forcément, c'est souvent un petit peu plus de travail aussi. Ça, c'est intéressant parce que si c'est un contenu froid, c'est-à-dire que tes épingles sont poussées sur la durée, contrairement à une story, par exemple, sur d'autres réseaux sociaux. Là, tes épingles sont poussées sur la durée et donc vont te ramener des abonnés sur la durée.
Exactement. Alors, non seulement les épingles, elles sont diffusées sur la durée, mais en plus, on a une durée de vie d'épingle qui est particulièrement longue, puisque c'est 155 jours en moyenne où l'épingle est en pleine distribution. Alors, c'est un avantage et des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, on a des créateurs qui parfois arrêtent de publier pendant 2 mois et on voit qu'ils continuent de faire des vues régulièrement et que leur compte continue de grossir. Et l'inconvénient, c'est que du coup, on n'est pas une plateforme virale du tout. Donc, il ne faut pas s'attendre quand on fait une publication à voir au bout de 3 heures un pic de combien de vues on a fait, est-ce que ma vidéo n'a pas marché ou a bien marché. Au contraire, ça va plutôt accélérer dans le temps, à savoir peut-être les premières heures, vraiment tester un petit peu l'engagement qui va être fait auprès de l'audience et petit à petit augmenter plus vite parce que la vidéo fonctionne bien. Il y a une question de Marc qui est s'il n'y a pas de couverture, est-ce que la vidéo démarre directement dans le feed? Et je rajouterais Alors, avec son en plus ou sans son. Alors, les vidéos sont en autoplay, que ce soit couverture ou pas couverture. Si la première étape de l'épingle, ou la seule d'ailleurs, c'est une vidéo, elle sera en autoplay dans le feed. Il n'y aura qu'une seule vidéo en autoplay sur un écran, donc c'est quand même possible que si par exemple il y a 2 épingles idées et que les deux sont de vidéo, il n'y en aura qu'une qui sera en autoplay. Donc c'est bien de penser à ajouter une page de couverture qui permet que si votre vidéo n'est pas en autoplay, que l'utilisateur puisse comprendre quand même de quoi il s'agit. Pour le son, il n'y a pas de son si on n'est pas en plein écran. Et c'est pour ça qu'on le verra après. Sur une page de couverture, c'est super important d'avoir du texte en surimpression pour expliquer clairement à l'utilisateur ce qu'il peut s'attendre à voir dans votre vidéo et pour avoir ce côté aussi un peu aguicheur pour que l'utilisateur ait envie de cliquer. Ensuite, dans l'editing, ça va être relativement facile. On a un outil d'édition qui va vous permettre soit d'aller chercher dans votre galerie toutes vos vidéos, vos photos, et de les assembler au sein de l'épingle guidée et de les réorganiser, de pouvoir éditer chaque étape avec des textes en surimpression, de la musique, des filtres, enfin un outil d'édition vidéo ou photo d'ailleurs. Soit vous allez pouvoir aussi, si vous avez par exemple, parce qu'on sait que beaucoup de créateurs sont présents sur multi-réseaux et que c'est un vrai enjeu aussi de gagner du temps là-dessus, vous allez pouvoir récupérer une vidéo que vous avez par exemple déjà publiée ou que vous avez déjà montée, l'importer pour publier une épingle idée et la découper directement dans l'application pour faire votre séquençage en étape par étape. Voilà, soit vous construisez en fait votre étape par étape avec plusieurs fichiers, soit vous avez déjà votre fichier monté et vous pouvez le découper pour que ça colle avec la structure que vous voulez lui donner. Les types de contenus qu'on va favoriser, alors il faut savoir que tous les contenus ont leur place sur Pinterest, puisqu'encore une fois, c'est l'engagement qui va déterminer la distribution. Donc parfois, il y a des gens qui font des contenus qui ne sont pas du tout actionnables ou informatifs, qui sont juste marrants. Ça peut très bien marcher parce que les utilisateurs vont apprécier. Maintenant, ce qu'on voit dans les synergies, ce que vont la plupart du temps rechercher les utilisateurs, c'est des contenus qui sont soit actionnables. Donc, actionnables, ça veut dire que on attend de l'utilisateur de faire quelque chose après avoir vu la vidéo. Donc, ça peut être des tutoriels, ça peut être des recettes, ça peut être des exercices de sport, des exercices mentaux à faire chez soi, n'importe quoi. C'est vraiment voilà, un contenu, l'utilisateur il regarde ça, il a quelque chose, il a une to-do list à faire après. Et les contenus informatifs, c'est là où vous allez partager vos conseils, vous donner des conseils, partager votre expertise, donner des points de vue, analyser les tendances de mode, partager vos 5 tenues préférées. On n'attend pas forcément que l'utilisateur le fasse, par contre, on va aller vraiment l'inspirer dans sa vie de tous les jours. On parlait du référencement, donc on a déjà un peu parlé au début. Comme je vous le disais, on a cette logique de moteur de recherche qui est assez présente sur la plateforme. Donc, c'est important de bien remplir les titres, de bien remplir les descriptions, de bien remplir les descriptions dans vos tableaux aussi. Tous les endroits où vous pouvez mettre des mots-clés, c'est des endroits qui vont rentrer dans le référencement pour que vos contenus soient bien distribués. Donc, l'algorithme, il va regarder ce que recherche l'utilisateur, il va regarder ce que vous avez mis dans votre contenu et il va matcher ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon score de pertinence. Aussi, et je dis ça parce que je le vois souvent de la part de créateurs, on va parfois aller chercher des titres un peu marketés, parfois un peu poétiques, parce que ça va aussi attirer l'œil, ça va donner envie de cliquer parce que le titre est sympa. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en surimpression pour que visuellement, on donne envie à l'utilisateur de cliquer, et qu'éventuellement, si on a fait un jeu de mots avec une blague, qu'il puisse avoir la blague et envie de regarder la vidéo. Par contre, dans les titres en dur, c'est-à-dire ce qu'on va vraiment rentrer au moment de la publication, on va essayer d'être vraiment le plus direct possible. Si on a fait une recette de tarte aux pommes, c'est bien de mettre recette aux tartes aux pommes facile en 6 étapes. Parce que potentiellement,
idée de recette facile, ça fait partie des requêtes les plus recherchées. Donc, on remplit bien les descriptions. Les descriptions sur les épingles guidées, vous allez pouvoir ajouter des notes. Ça peut être juste une note pour résumer un peu ce que vous avez fait dans la vidéo. Ça peut être, si c'est une recette, vous allez voir, il y a des notes spécifiques pour les recettes où vous allez pouvoir ajouter ingrédients, nombre de couverts pour la recette, temps de préparation. Si vous êtes sur un tuto, vous allez pouvoir mettre une liste de matériel nécessaire. En plus, l'utilisateur pourra exporter cette liste-là s'il veut aller faire ses courses après. Donc vraiment, là où vous voyez que vous pouvez remplir des choses, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Et on en parlait juste avant, le texte en superposition, ça va être vraiment important parce qu'on apparaît sur un flux avec plusieurs épingles et donc l'utilisateur, il a le choix entre plein de sujets. Et donc, c'est important qu'ils comprennent déjà un gros texte comme ça, on sait tout de suite, ça attire l'œil, et ensuite, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Et du coup, si l'utilisateur clique sur votre contenu, c'est qu'il sait déjà de quoi on va parler et il sait qu'il est intéressé, donc on maximise les chances d'engagement. Donc là, c'est pour ça que Major Mouvement, il avait fait ça en animation de son côté, donc le texte apparaissait assez rapidement sur la vidéo dès qu'elle commençait. Mais on a aussi l'outil d'editing de Pinterest qui permet sur la page de couverture de rajouter un texte très facilement. Quoi dire d'autre là-dessus? C'est à peu près tout. Vraiment, c'est un point essentiel pour maximiser Une question, l'engagement. Maxime, si on a une collaboration commerciale qu'on fait avec une marque, est-ce qu'il y a un outil qui permet de dire que ça contient une communication commerciale, justement? Ou est-ce qu'on doit passer par une mention directement collaboration dans la description de l'épingle? Alors, on n'a pas encore de mentions officielles qui ont été faites, mais enfin, à part, on le verra après dans l'outil, dans le cadre d'une collaboration qui va un peu plus loin que juste la mention de la marque. On aura sûrement une mention comme ça qui sera disponible pour rapidement l'ajouter sur le contenu sur la page de couverture. Aujourd'hui, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est soit taguer la marque. On peut tout à fait ajouter une marque en tagging qui va rediriger vers son compte Pinterest, soit utiliser justement un outil de monétisation qu'on verra après, qui est vraiment dans le cadre d'une collaboration où vous voulez que la marque utilise votre contenu en campagne média par la suite. Il y a une question de Mélanie qui est question bête peut-être, mais les hashtags dans la description, c'est inutile pour l'interrogation. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres plateformes, et c'est vrai que le hashtag va avoir moins d'importance sur Pinterest. En fait, on a des catégories quand vous publiez une épingle guidée qui vous permettent de sélectionner des catégories qui sont d'ailleurs pré-remplies par Pinterest, et ça va plus servir pour aider l'algorithme à qualifier la thématique, mais comme on a tous les mots-clés à côté, c'est pas primordial. Généralement, c'est bien de mettre une ou deux catégories, mais on va avoir beaucoup moins cet effet de recherche comme on peut l'avoir sur un TikTok ou sur un Instagram, parce que vraiment, on a une logique de moteur de recherche qui est construite. Et du coup, les utilisateurs vont rarement utiliser un hashtag, vont vraiment taper des requêtes complètes et le système va aller matcher ça à vos contenus. Donc, c'est bien d'en mettre, mais ce n'est pas essentiel non plus. Ça va juste permettre de mieux qualifier le contenu. Alors, je vous ai mis quelques exemples. C'est des créatrices qui ont très bien fonctionné sur Pinterest et qui ont participé en fait à la bêta quand on avait lancé le format du coup accessible, qui étaient les premières à tester le format. C'est 4 de leurs vidéos qui ont très bien fonctionné. Donc, pour vous donner un peu des idées de sujets classiques qu'on peut avoir sur ces épingles, mais évidemment, on peut partir dans tous les sens. La première, c'était une vidéo de recette sur la galette des rois de Nina Métayer. La deuxième, c'était un tuto make-up qui était fait par Paulette. On avait après un tuto DIY pour décorer un vase avec Poulette Magique et un tuto fitness avec Anaïs Grandjacques. Donc ça, c'était 4 exemples de vidéos qui avaient vraiment très bien fonctionné au moment du lancement, avec 4 créateurs qui sont dans des univers complètement différents. D'ailleurs, on avait Paulette qui avait testé les épingles guidées au tout début et qui était une créatrice Pinterest depuis longtemps, avait participé justement à un interview parce qu'elle avait à peu près 200 000 vues mensuelles, ce qui est déjà quand même pas mal sur Pinterest avec ses contenus statiques. Et quand elle est passée aux épingles guidées, elle était passée à 2 millions de vues en moins de 6 semaines. Alors, c'était aussi au moment du lancement, donc ça faisait partie des premières créatrices à le faire.
Et ça montre l'impact que peut avoir aussi les épingles guidées quand on commence à les faire, parce que le canal de diffusion est véritablement meilleur que les épingles statiques. Sachant que quand même, là, je vois, Paulette, tu n'as que 3000 abonnés. Alors, c'est peut-être pas les captures au même moment, mais avec 1000 abonnés, on fait 2 millions de vues mensuelles. Avec 3000 abonnés, on peut faire 2 millions de vues mensuelles. Et c'était le screenshot, alors maintenant elle doit en avoir plus, mais c'était le screenshot au moment où elle avait fait, où elle avait fait ses performances. Après, comme je le dis, 1,9 million, alors, ses contenus ont très bien fonctionné, elle a très bien compris comment utiliser le format et son audience aussi vraiment sur Pinterest. C'était aussi au tout début des épingles guidées. Euh, Objectivement, on ne va pas faire 2 millions de vues en publiant 4 épingles ou 6 épingles aujourd'hui, donc ça demande quand même un vrai travail. Il y a eu un vrai travail de sa part de ce côté-là. Et ensuite, c'était aussi un moment où c'était vraiment le lancement des épingles guidées, donc la distribution était objectivement en moyenne un petit peu plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui, même si elle reste considérable. Donc maintenant, pour parler un petit peu justement des opportunités de revenus, alors je vais laisser Stéphane introduire le sujet pour parler de l'affiliation et on parlera après des outils Pinterest. Oui, sur l'affiliation, vous connaissez la plateforme Influence for You, vous avez des campagnes sur lesquelles vous pouvez postuler et soit recevoir des produits gratuits, soit des bons d'achat, soit être rémunéré en argent pour ceux qui ont le statut d'auto-entrepreneur ou d'entreprise ou en points qui donnent accès à des cartes cadeaux quand vous n'avez pas ce statut-là. Et l'un des moyens aussi de monétiser ces réseaux sociaux et en particulier Pinterest qui permet de traquer des liens, c'est l'affiliation. Donc vous avez en bas des campagnes, plutôt à la fin, des campagnes qui permettent de faire de l'affiliation. Vous pouvez soit renvoyer vers la homepage d'un site marchand, soit récupérer un lien profond vers un produit et le transformer pour accéder directement. Si vous voulez promouvoir une paire de chaussures, par exemple, chez Sarenza, vous récupérez le lien et vous l'avez. Ensuite, en fonction des ventes uniquement, vous allez recevoir un pourcentage sur ces ventes qui seront augmentées sur votre compte Influence for You et que vous allez pouvoir après convertir en cash ou en points, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'affiliation. Les campagnes bougent de temps en temps, il y en a des nouvelles, donc à vous de les voir régulièrement. Et puis après, donc ça c'est le premier mode de rémunération de son compte. Le deuxième, qu'on va voir juste après, c'est les partenariats, où là, vous devez faire des actions, notamment publier des épingles, par exemple, sur Pinterest. Et donc, en fonction de l'action qui est faite, vous allez toucher votre rémunération ou toucher enfin, recevoir des produits gratuits si la marque vous accepte. Donc, vous connaissez les systèmes. Après, je te laisse la main, Maxime, sur les modalités de rémunération de Pinterest aussi en direct. Je te remercie Stéphane. Donc, pour revenir rapidement aussi sur l'affiliation, comme je vous le disais, donc, les épingles guidées aujourd'hui, elles n'ont pas de lien de redirection. Donc, c'est des liens que vous pouvez mettre dans les épingles statiques en parallèle de ce que vous faites comme création de contenu sur le compte. À partir du deuxième semestre, ces épingles statiques elles vont être fusionnées aux épingles guidées. En fait, on va rajouter la possibilité de mettre un lien sur les épingles guidées, ce qui voudra dire que si vous postez une photo sur votre épingle guidée, en fait, vous aurez l'équivalent d'une épingle statique. Vous pourrez aussi du coup faire 4, 5, 6 photos et mettre un lien sur cette épingle-là. Donc, ça apportera beaucoup plus de possibilités au niveau de l'affiliation. Autre point intéressant, c'est qu'on va pouvoir taguer les produits sur Pinterest, ce qui permettra aussi, dans le cadre de collaboration avec des marques, de taguer, si elles ont mis leur catalogue produit sur Pinterest, directement les produits au sein de vos épingles guidées. Donc, ce sera un sujet qui, en termes alors, va être déjà possible sur Pinterest, mais qui va continuer d'accélérer et de prendre de l'importance sur les collaborations que vous pouvez faire avec les marques. Il y a deux questions, je t'interromps. Il y en a une de Marc qui dit: pourra-t-on modifier les anciennes épingles ID pour y rajouter un lien, sachant qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, donc quand on pourra mettre des liens demain? C'est la première question. Je ne sais pas si tu as une réponse. Alors, je n'ai pas de réponse précise. Dans l'idée, je suis quasi sûr que oui, parce que tout simplement, ça va être ajouté au format et qu'aujourd'hui, sur n'importe quelle épingle, on peut aller modifier l'URL de rédaction. Donc, c'est très certainement quelque chose qui se fera également sur les épingles. D'accord. Et deuxième question, c'est: est-ce que tout le monde a la possibilité d'ajouter de la musique sur une épingle ID? Tout le monde a la possibilité d'ajouter de la musique. Alors, on a une banque de musique qui est pas
100% complète, qui va continuer de grossir. Et c'est d'ailleurs un point très important parce que il faut aussi s'assurer d'avoir les droits quand on utilise une musique. Donc la banque, toutes les musiques qui sont sur Pinterest sont libres de droit, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous utilisez certaines musiques que peut-être vous avez pris sur un Insta, sur un TikTok, ça ne veut pas forcément dire que vous avez les droits si vous n'êtes pas sur la plateforme qui vous les a mis à disposition. Donc c'est aussi un point où il faut faire attention sur la musique. Après, donc, normalement, peut-être le seul endroit où la musique ne sera pas disponible sur les épingles idées, c'est sur desktop. Il faut savoir que on a 3 versions de l'application Pinterest. On a la version iOS, la version Android et la version desktop. 90% de l'utilisation de Pinterest est sur mobile. Donc, je recommande vraiment d'utiliser les épingles guidées sur mobile parce que c'est là qu'on aura les versions les plus à jour. Sur desktop, du coup, c'est possible qu'il manque certaines fonctionnalités. Je pense quand même que la musique doit être disponible, mais si la question faisait référence à ça, c'est pas étonnant non plus parce que la version ne sera jamais autant développée sur desktop qu'elle le sera sur mobile. Il y a une remarque de Pauline qui dit: «Attention, néanmoins, certains programmes d'affiliation interdisent l'usage de liens traqués sur Pinterest». Pauline, je te réponds que je n'en savais rien, pour être transparent avec toi. Après, clairement, en passant par la plateforme Influence for You, les annonceurs regardent pas trop, enfin, ça arrive quasiment jamais, je dis pas que ça arrive jamais, mais quasiment jamais de voir, la source du trafic. S'ils voient qu'il y a un influenceur qui ramène énormément de revenus, ils vont peut-être s'y intéresser. Après, si ça passe sous l'œil du radar, c'est plus simple pour eux, ils regardent pas forcément complètement. Et puis, fondamentalement, je trouverais ça idiot de la part d'un annonceur d'interdire l'affiliation sur des liens traqués Pinterest, parce que c'est quand même une façon de faire de l'affiliation qui est saine pour les marques, parce que c'est les moteurs de recherche d'idées, et c'est pas des choses du type du cashback ou des choses comme ça. Donc je trouve ça un peu dommage pour eux, pour ceux qui le font. Mais voilà, donc j'étais pas totalement au courant, et deux, quand bien même ce serait interdit, ce serait très difficile à détecter en passant par la plateforme Influence for You. Voilà. Je te le relaisse la main, Maxime. Merci Stéphane. Donc, pour parler du partenariat rémunéré, on a mis à disposition du coup un nouvel outil, alors qui est en bêta actuellement, mais qui sortira officiellement le 1er juin, donc dans 2 semaines, 2-3 semaines. Cet outil, il a été construit pour permettre à des micro-créateurs, même si ou à des créateurs plus connus, mais ça permet surtout à des micro-créateurs qui n'ont pas encore de grosse audience sur Pinterest de malgré tout collaborer avec des marques en fait étant payés pour la création de contenu pour que la marque puisse utiliser ce contenu dans le cadre de ses campagnes médias. Donc, si on prend l'exemple ici du carnet des bas, qui est un partenariat avec Carrefour, en fait, Emma a réalisé du coup une vidéo un peu tuto avec ses enfants, puisque c'était pour un produit qu'on peut utiliser un peu comme une cabane et qu'on va colorier, qui est un atelier coloriage. Donc, elle a réalisé la vidéo avec ses enfants. Elle tag pour dire qu'en effet, elle est rémunérée et que c'est dans le cadre d'une opération. Donc, on voit marqué Carnet d'Emma, partenaire rémunéré avec Carrefour France. Et Carrefour va pouvoir investir en publicité pour diffuser la vidéo d'Emma. Donc, ça leur permet à eux d'avoir un contenu très différent d'un contenu publicitaire classique qui serait fait par une agence, puisque du coup, c'est fait par un créateur de contenu avec son incarnation, son ton de voix, sa communauté. Par contre, la marque, elle, va amplifier la diffusion en investissant en publicité derrière pour que ce soit un asset. Par contre, ce sera toujours diffusé depuis le compte du créateur. Donc, s'ils font 3 ou 4 ou 5 millions de vues avec leur campagne publicitaire, ce sera toujours depuis le compte du créateur. En revanche, la marque va avoir accès au contenu dans son outil de management des campagnes. Donc, c'est très simple à mettre en place. En fait, si vous avez par exemple été mis en relation avec une marque via Influence for You, cette marque va vous envoyer un brief en disant on voudrait qu'un créateur utilise notre produit de telle et telle manière. Vous allez pouvoir du coup créer l'épingle guidée. Vous allez pouvoir taguer la marque en disant dans les paramètres que c'est un partenariat rémunéré avec une marque. Vous allez trouver cette marque dans le petit moteur de recherche. Il faut que la marque soit sur Pinterest et elle recevra une notification qui dit qu'il y a un partenariat qui a été fait entre vous deux. Et cette notification, elle devra l'accepter pour que ce soit diffusé. À partir du moment où vous êtes en partenariat avec une marque, on a la possibilité de mettre un lien, puisque du coup, il y aura marqué Visit Website, qu'on voit ici en bas. Et la marque verra apparaître
le contenu dans son outil de management de campagne et pourra commencer à investir en publicité sur votre contenu pour qu'il soit diffusé. Je laisse Stéphane parler un petit peu justement de tout ce qui est légal là-dessus. Je reviens justement, il y a une question de CL qui dit rémunération, est-ce que c'est de l'argent, on envoie un produit gratuit ou une rémunération? En gros, l'idée, c'est vous avez un partenariat avec une marque, à vous de dire, moi je fais du contenu, je fais un contrat de cession de droit, donc moyennant argent généralement. Et donc vous allez toucher, je ne sais pas, imaginons que vous touchiez 500 € pour refaire un contenu qui soit en accord avec la marque et que vous autorisiez la marque à utiliser votre contenu pour le diffuser en achat média sur Pinterest. Donc là, vous allez effectivement toucher de l'argent. Donc c'est un partenariat que vous avez en direct avec la marque ou via une agence type Influence for You. Et dans ce cadre-là, vous touchez la rémunération pour céder vos droits et parce que vous avez créé ces contenus. Si ce n'est pas clair, vous me dites. C'est vrai que quand vous commencez à faire des partenariats, vous êtes soumis à la réglementation publicitaire, qui est finalement très large. Il y a plein de règles sur la rémunération publicitaire, la réglementation publicitaire. Ces règles par des lois et sont traduites par des acteurs qui sont censés les appliquer, rendre ces lois applicables. Donc nous, on travaille beaucoup avec la RPP, qui est l'autorité de régulation des professionnels de la publicité. Pour votre information, le 18 mai à 17h30, je ferai un live sur le compte Insta d'Influence for You avec le directeur délégué de la RPP pour expliquer toutes les règles publicitaires. Voilà. Et ces règles, vous pouvez déjà vous entraîner sur l'URL que je vous ai indiqué ici, donc bit.ly/RPP Influence for You. C'est une sorte de code de la route de l'influence marketing où pendant 3/4 d'heure, vous avez des vidéos qui expliquent les règles sur l'environnement, la cosmétique, l'alcool, le jeu, le travail des enfants, la transparence publicitaire. Donc des vidéos qui expliquent ça et des petits quiz pour savoir si vous aviez bien compris. C'est gratuit. C'est vous qui pouvez voir si vous avez quelle note vous avez à la fin. C'est assez amusant. C'est comme si vous passiez un petit peu le code de la route. Et comme ça, vous êtes au courant de toutes les règles publicitaires que vous devez appliquer pour des partenariats aussi bien sur Pinterest que sur les autres réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un partenariat, à partir du moment où il y a une contrepartie, eh ben, vous devez l'indiquer à votre communauté en mettant la mention ou en utilisant l'outil qu'on a vu tout à l'heure, partenariat sponsorisé, ou indiquer sponsorisé. Il faut l'indiquer à chaque fois s'il y a une contrepartie. Et par contrepartie, on entend le fait que, en échange du respect d'un brief, vous receviez un produit gratuit ou vous receviez de l'argent ou vous receviez un avantage. Donc, c'est cette notion de contrepartie. Ce n'est pas forcément recevoir de l'argent. Quand vous recevez un produit gratuit aussi et que vous vous engagez à respecter le brief d'une marque, il y a une contrepartie. Donc, toutes les campagnes qui sont sur la plateforme Influence for You sont considérées comme des collaborations, quand bien même vous ne touchez pas d'argent. Et donc, je vous invite à le mettre. Et puis, de toute façon, c'est plus transparent avec votre communauté. Il faut le faire. Le risque théorique, c'est 2 ans de prison et une amende de 300 000 €. C'est vraiment de la théorie, hein. Mais sachez-le. Et de toute façon, on essaye vraiment de développer de l'influence éthique avec la RPP, avec les marques et avec vous. Donc, plus ce sera éthique et plus le marché grandira. Et puis voilà. Donc, respectez ces règles, faites ce petit code de la route et appliquez-le aussi sur vos épingles sur Pinterest. Merci Stéphane. Et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, pour vous donner un peu une idée aussi de ce que va devenir Pinterest dans les prochains mois et années, on a lancé du coup un fonds créateur. Aujourd'hui en France, on l'utilise plutôt pour ce qu'on appelle les Creators Originals, c'est-à-dire que nous, on va sélectionner un certain nombre de créateurs et on va aller financer la production de contenu original sur la plateforme. Mais aux États-Unis, ce fonds créateur, et qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on a en France, est utilisé pour faire le programme Creator Rewards, qui est le premier programme du coup, qui récompense de manière automatique les créateurs et qui permet du coup, aux créateurs américains de candidater en fait, à des mini-challenges. On va leur dire cette semaine, si vous faites plus de 10 likes, si vous faites plus de X milliers de vues, vous pouvez gagner des primes qui vous permettent du coup de gagner de l'argent.
Ce Creator Reward, il va aussi arriver en France. On a toujours cette phase comme Pinterest est une boîte américaine, c'est d'abord testé aux États-Unis, puis la France, qui fait partie des 6 plus gros marchés pour Pinterest, arrive généralement en deuxième. Et du coup, on peut s'attendre à avoir ça probablement, je pense, fin d'année, début d'année prochaine, avec peut-être un critère d'éligibilité au niveau du nombre de vues mensuelles. Ce n'est pas du tout encore précisé, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui vont arriver, qui arriveront en France sous peu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour toute cette partie monétisation. Il y aura probablement d'autres annonces qui seront faites au cours du deuxième semestre. Pour ce qui est du petit challenge de création de contenu que j'avais abordé au tout début, je vais vous présenter ça rapidement. Donc pour y participer, l'idée c'est d'avoir un compte Pinterest Business. Donc beaucoup d'entre vous ont déjà envoyé votre compte Pinterest dans le lien d'inscription. S'il y en a qui aujourd'hui ne sont pas encore créateurs Pinterest ou n'ont pas de compte Pinterest mais qui veulent y participer, je vous enverrai de toutes les façons l'enregistrement de ce webinaire et je vous remettrai le Google Form pour que vous puissiez vous envoyer votre nom d'utilisateur une fois que le compte sera créé. Ce nom d'utilisateur, on en aura besoin pour justement pouvoir vous suivre et regarder ce que vous avez publié. Il faut juste publier au minimum 10 épingles guidées sur n'importe quel sujet avant le 1er juillet. Je repréciserai parce que je vois que je n'ai pas marqué le 1er juillet, donc je le repréciserai dans le mail. Sur ces publications d'épingles guidées, vous n'avez pas besoin de publier un contenu original. Vous pouvez très bien utiliser des contenus que vous avez déjà postés sur d'autres plateformes. L'idée, c'est vraiment plus de vous familiariser avec l'outil, de vous faire un avis sur son utilité, de voir comment ça fonctionne en termes de distribution. Si vous êtes un créateur et que vous publiez déjà des épingles guidées, ça ne vous empêche pas du tout de participer à ce petit challenge. Donc voilà, pour que vous soyez éligible aux récompenses qu'on va présenter tout de suite, il suffit qu'il y en ait 10 qui soient publiés entre aujourd'hui et le 1er juillet. Je vous conseille du coup de suivre les conseils et les tendances qu'on va mettre en avant, enfin qu'on met tout le temps en avant sur la Pinterest Academy, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de maximiser votre engagement et votre distribution. Donc, vous avez le lien juste là que je vous remettrai dans le mail aussi. Et donc sur cette Pinterest Academy, vous avez des cours sur tous les sujets que peut y avoir, le référencement, les épingles guidées, les bonnes pratiques. Vous avez la newsletter mensuelle pour les créateurs, les invitations pour participer au Pinterest Live qui sont à rendez-vous avec la Creator Team pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Donc vraiment, c'est un point intéressant. Maintenant, au niveau des récompenses, la Creator Team va suivre tous les comptes qui ont été envoyés de près. Et à chaque fois qu'on aura des publications, d'abord, toutes les semaines, on va sélectionner les meilleurs contenus pour les mettre en avant dans l'onglet de recherche, donc au niveau de la partie idées créateurs. Donc chaque semaine, on aura au moins 2 contenus si ce n'est plus. Ce sera surtout en fait, la qualité du contenu qui fera qu'on pourra en sélectionner plus. Il n'y aura pas véritablement de limite. On met entre 3 et 5 contenus par jour en avant sur cet espace-là. Donc si un contenu est bien, il sera regardé et mis en avant dans idées créateurs. Ensuite, la Creator Team, elle va du coup suivre les comptes. On va regarder aussi toutes les statistiques. Donc, c'est aussi un moment déjà pour se rapprocher de cette équipe-là. Et du coup, je vous conseille vraiment sur la Pinterest Academy, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'ils publient régulièrement. Mais on a aussi un programme qui s'appelle le Rising Star Programme, qui est plutôt à destination des micro-créateurs, qui font que si on repère un créateur qui fait du contenu de qualité, même s'il n'est pas encore très suivi sur Pinterest, il pourra participer à ces programmes-là qui permettent d'accéder à des formations, à des événements spéciaux, à tout un tas de choses, et c'est managé par l'équipe créateur. Enfin, on aura du coup aussi 4 créateurs qui seront sélectionnés pour notre partenariat qu'on a avec les écrans Phoenix. Donc les écrans Phoenix, c'est les écrans que vous voyez un peu partout dans Paris. Donc là, on voit un exemple sur la photo de Je ne suis pas jolie qui a été passée sur ces écrans-là via Pinterest. Donc on choisira 4 créateurs et ces créateurs-là seront diffusés sur les 1800 panneaux vidéo, s'ils en ont envie, évidemment. Ça reste, certaines personnes préfèrent peut-être être plus discrètes, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on sélectionnera 4 créateurs. L'idée, c'est d'envoyer une vidéo de 10 secondes, et cette vidéo de 10 secondes, elle permet du coup de donner un exemple un petit peu du contenu que vous faites sur les réseaux sociaux, et vous serez diffusé pendant 2 semaines sur ces écrans un peu partout en France. Et enfin, on prendra parmi tous les créateurs celui qui aura fait les contenus qu'on estime le plus pertinent. On aura un créateur qui sera financé pour le programme Creator Originals du deuxième semestre, et du coup avec qui on pourra travailler sur la production d'une série de 5 à 10 épisodes
spécifiquement pour Pinterest et où le créateur sera rémunéré pour le faire. Donc voilà, voilà les récompenses. Pour ça, comme je vous le disais, il y a juste 10 épingles idées à publier entre maintenant et le 1er juillet. De bien nous envoyer votre nom d'utilisateur Pinterest pour qu'on puisse vous ajouter à la liste de suivi pour qu'on puisse regarder tout ça. En gros, c'est vraiment énorme. Enfin, je voudrais insister là-dessus, sur cette mise en avant. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez quelques centaines ou milliers d'abonnés et que vous faites quelques milliers de vues sur vos épingles, grâce à ce programme, vous pouvez complètement exploser sur Pinterest parce qu'il y a une vraie puissance de frappe peut-être mise en avant dans les idées de créateurs, il y a une vraie mise en avant sur les panneaux. Enfin, c'est vraiment une belle histoire pour devenir un influenceur hyper influent, si je peux me permettre, sur Pinterest. Donc, profitez-en. Et aussi, je dirais là, parlez-en aussi autour de vous, parce que je suis sûr que vous avez aussi d'autres amis qui sont créateurs de contenu et qui ont des bonnes idées. Et ça peut les intéresser d'avoir ce programme. Donc, parlez-en autour de vous. Nous, on en fera la promotion aussi sur le réseau Influence for You. Mais là, vous avez assisté au live. C'est vraiment une super opportunité pour vous, sans parler du dernier point qui est carrément être financé pour produire une série sur Pinterest, qui est quand même assez sympa. Voilà. Merci Stéphane. Donc, de toute façon, on va vous envoyer le webinaire. Donc, vous pouvez aussi partager si vous êtes des amis pour leur envoyer le webinaire s'ils veulent y participer et puis s'ils veulent, si ça les intéresse, qu'ils n'hésitent pas à le regarder. Et puis, je vois qu'il y a peut-être... J'ai une question qui est comment savoir si on est déjà dans la liste? Voilà, Alors, comment faire, si redis comment faire pour participer à ça. Tu l'as dit tout à l'heure, mais remets ton si slide. vous avez reçu mon mail avec le lien que j'ai envoyé 10 minutes avant le début du webinaire, c'est que vous êtes dans la liste à partir du moment où vous avez rentré votre nom d'utilisateur. De toutes les façons, dans le mail que je vais vous renvoyer, vous allez pouvoir resoumettre votre nom d'utilisateur si ce n'est pas déjà le cas. Ce n'est pas la peine de tous le renvoyer. Si vous l'avez fait la première fois, il est bien reçu. Je crois qu'on a quelque chose comme 80% des inscrits qui ont mis leur nom d'utilisateur. Donc, la plupart d'entre vous l'ont fait. C'est vraiment pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui veulent quand même y participer. Donc, il n'y a rien à faire d'autre que publier 10 épingles avant le 1er juillet pour l'instant. Il n'y a rien à faire d'autre que publier 10 épingles. Exactement. J'aime bien, ça c'est facile. Non, c'est facile. Et puis, c'est des outils qu'on utilise, que ce soit les écrans Phoenix, que ce soit... Alors, les Creators Original, c'est vraiment la première fois qu'on va faire ça. Mais on a aussi cette logique en tant que plateforme parce qu'on sait aussi qu'on fait partie un peu des nouveaux à investir beaucoup sur l'écosystème créateur. Notre objectif, ce n'est pas forcément d'aller chercher les créateurs les plus connus des autres plateformes, quoique il y en a certains qui vont sur Pinterest et on est ravis qu'ils le fassent, mais c'est aussi de trouver ceux qui seront justement les stars de Pinterest de demain. Donc aujourd'hui, tous ces outils qui sont des outils de mise en avant, ils sont surtout à destination de quelqu'un qui fait du bon contenu, peu importe qu'il soit connu ou qu'il soit déjà une star. Quelque part, une star n'aura pas besoin d'être mise sur les écrans Phoenix en avant. Donc, c'est vraiment des outils qu'on veut utiliser pour pouvoir pousser notre communauté à grossir. Donc, vraiment, tout le monde peut participer. Est-ce que vous avez des dernières questions? Mettez-les dans le fil de discussion, puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire. Tu as d'autres points à ajouter, Maxime? J'ai vu qu'on arrivait. Je n'ai pas d'autres points à ajouter. Non. On arrive à la fin du webinaire. Et comme je vous le disais, après, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, tous les mois, il y a un Pinterest Live qui est animé par l'équipe créateur. Donc, soit ils doivent communiquer là-dessus sur le compte Pinterest France, soit sur la newsletter créateur que vous trouverez sur le site de la Pinterest Academy pour vous abonner. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à suivre la newsletter et à assister au Pinterest Live pour leur poser toutes vos questions. Bon, c'est top. Merci beaucoup, Maxime. Merci mille fois Merci à toi, d'avoir Stéphane. présenté Pinterest. Je pense que ça a vraiment plu. On vient justement de réactiver pas mal la possibilité de plugger son compte Pinterest sur la plateforme Influence for You il y a quelques jours en bénéficiant de la dernière version de l'API. Donc, ça, c'est bien. Et puis, n'hésitez pas à postuler sur les différentes campagnes. Il y a une grosse campagne Jennifer qui vient d'arriver sur la plateforme. Il y en a plein d'autres qui sont en cours. On a aussi une campagne pour mettre en avant Influence for You sur TikTok notamment. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire sur la plateforme Influence for You. Moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Donc, Maxime, tu dis, on t'enverra l'extrait du live. Vous pourrez le passer autour de vous à ceux qui n'ont pas pu participer.
Et merci à tous pour vos questions. On aura le plaisir à refaire des événements comme ça. Et je vous dis live le 18 mai à 17h30 sur la réglementation ARPP. C'est un sujet qui est moins sexy, mais qui est tout aussi passionnant quand même. Voilà. Merci à tous. Je Merci vous à souhaite tous. On un vous très souhaite un bon bon week-end. week-end. Merci Merci Stéphane. Maxime. Salut. Salut.